Bonjour, bienvenue donc dans ce cours qui concerne les bases de la comptabilité générale. Donc il s'agit d'expliquer comment enregistrer des opérations simples dans les comptes de l'entreprise. Pour pouvoir le faire, nous allons commencer par passer en revue les différents types de flux concernés par les opérations réalisées par une entreprise. Donc nous allons partir d'un flux quelconque, ici en haut de l'écran, et nous allons petit à petit détailler ce flux. Donc la première distinction que l'on peut rencontrer, c'est la distinction entre des flux internes et des flux externes. Un flux interne correspond à un mouvement de matières premières, de marchandises, de produits finis dans l'entreprise. Par exemple, des marchandises qui vont passer des ateliers aux zones de stockage ou des stocks sur les rayons du magasin. Ces flux ne vont pas donner lieu à un enregistrement en comptabilité, sauf s'il s'agit de flux monétaires internes. Par exemple, nous allons retirer des espèces de notre compte en banque, ou inversement, nous allons déposer des espèces sur notre compte en banque. Hormis ces exemples, nous ne tiendrons pas compte des flux internes dans ce cours. Donc pour l'instant, je les laisse de côté. Plus intéressant pour nous, les flux externes, qui sont en fait des flux qui relient l'entreprise à d'autres partenaires de son environnement, donc des fournisseurs, des clients, des banques, des salariés, etc. Dans ces flux externes, nous allons distinguer des flux physiques et des flux monétaires. Les flux physiques correspondent à des mouvements de biens ou de services. Les flux monétaires vont correspondre, bien évidemment, à des mouvements d'argent réalisés soit au comptant, soit différés, c'est-à-dire à crédit. Commençons par analyser d'un peu plus près les flux physiques. Pour ces flux physiques, nous allons distinguer des flux physiques d'entrée et des flux physiques de sortie. Les flux physiques d'entrée vont correspondre à des biens ou des services qui entrent dans notre entreprise. Donc par exemple, des achats, alors achat de biens ou achat de services en provenance de prestataires extérieurs, le travail du personnel, qui est aussi un service que nous rendent des salariés, ou des investissements, c'est-à-dire l'acquisition d'immobilisation, de biens durables. Ces éléments-là constituent des flux physiques d'entrée pour notre entreprise. Les flux physiques de sortie correspondent à l'inverse à des biens ou des services qui sortent de notre entreprise. Donc par exemple des ventes faites à des clients ou des services rendus à des clients. Nous allons retrouver cette même distinction pour les flux monétaires. Les flux monétaires d'entrée vont correspondre à des sommes d'argent dont nous bénéficions, donc par exemple des paiements reçus des clients, des apports d'argent réalisés par des associés, ou des emprunts auxquels nous venons de souscrire. Inversement, les flux monétaires de sortie correspondent à de l'argent qui sort de notre entreprise, donc par exemple le paiement envoyé à des fournisseurs ou des remboursements d'emprunts. Pour les flux monétaires, nous allons avoir besoin de faire une distinction supplémentaire. En effet, nous allons devoir distinguer les flux monétaires au comptant des flux monétaires différés. Cela va se traduire de la manière suivante. Pour les flux monétaires d'entrée, nous aurons donc des flux monétaires d'entrée au comptant, qui correspondent à des paiements immédiats, par exemple d'un client qui nous envoie un chèque. Nous aurons des flux monétaires d'entrée différés, c'est-à-dire des sommes qui nous sont dues mais qui ne seront pas payés immédiatement. Par exemple, un client doit nous payer dans 30 jours. Ou bien quelqu'un doit nous rembourser un prêt dans 6 mois. Du côté des flux de sortie, nous aurons des flux monétaires de sortie au comptant, c'est-à-dire des sommes d'argent que nous allons payer immédiatement. Par exemple, nous payons un fournisseur par chèque bancaire. Et les flux monétaires de sortie différés correspondront à des sommes d'argent que nous allons payer, mais dans un futur plus ou moins proche. Par exemple, le paiement d'un fournisseur qui aura lieu dans 60 jours, ou bien le remboursement d'un emprunt que nous avions contracté qui aura lieu dans 5 ans.
une fois les flux repérés, nous allons devoir les enregistrer. Pour les enregistrer, la convention comptable est la suivante. Nous allons utiliser un compte. Alors le compte a la forme d'un T, de manière schématique. Nous allons inscrire au-dessus du T son numéro et son nom, puisque chaque flux sera enregistré dans un compte différent selon sa nature. Par convention, les flux d'entrée vont s'enregistrer dans la partie gauche du compte. Ils correspondent à des emplois. Et les flux de sortie vont s'enregistrer à droite du compte et s'appellent des ressources. En termes comptables, la gauche du compte s'appelle le débit et la droite du compte s'appelle le crédit. Alors, comment va-t-on déterminer le numéro et le nom du compte qu'il va falloir utiliser? Eh bien, pour cela, il existe une correspondance entre les flux que nous aurons repérés et les comptes du plan comptable général. Le plan comptable général s'organise en 7 classes numérotées de 1 à 7, qui chacune correspond à une ou plusieurs catégories de flux. Par exemple, si nous avons dans nos opérations comptables un flux monétaire d'entrée comptant, eh bien nous trouverons le compte correspondant dans le plan comptable, dans la classe numéro 5. Pour bien comprendre comment utiliser le plan comptable et enregistrer nos flux, nous allons prendre quelques exemples. Nous allons supposer qu'au cours du mois de septembre, mois de sa création, l'entreprise Verbotin a réalisé quelques opérations. Première opération, elle a réussi à constituer son capital avec les apports des associés. Donc ce dernier s'élève à 100 000 € et les fonds correspondants ont été déposés sur le compte en banque. Donc l'entreprise Verbotin fait affaire ici avec ses associés. Ses associés lui ont fait un apport de fonds. Donc on peut imaginer que les associés ont versé des chèques à l'entreprise Verbotin. Ces chèques bancaires, pour notre entreprise, constituent des flux monétaires, puisqu'il s'agit d'argent, d'entrée, puisque nous en bénéficions, comptant, puisqu'ils viennent d'être versés immédiatement. En contrepartie, l'entreprise Verbotin va devoir rembourser ces sommes aux associés, alors à une échéance que l'on ne connaît pas à la date d'aujourd'hui, mais qui correspond probablement au jour où l'associé décidera de quitter l'entreprise. Par conséquent, l'entreprise a une dette sur ses associés. Cette dette constitue un flux monétaire de sortie différée, puisque nous allons devoir rendre l'argent à l'associé à une date qui n'est pas précisément connue, et plus précisément, c'est un flux différé à long terme, puisque l'associé quittera probablement l'entreprise d'ici quelques mois, voire quelques années. Dans les deux cas, il s'agit d'un flux d'une valeur de 100 000 €. Je vais le noter pour que mon schéma soit tout à fait complet. Donc je me retrouve avec deux flux. Ces deux flux, en comptabilité, vont se traduire par l'utilisation de deux comptes. Mon flux d'entrée, alors que j'ai noté ici E comme emploi, est un flux monétaire d'entrée comptant. D'après ma typologie, les flux monétaires d'entrée comptant s'enregistrent dans des comptes de classe 5.
Donc je vais chercher dans mon plan comptable quel est le compte de classe 5 qui pourrait enregistrer un chèque bancaire. J'ouvre donc mon plan de compte. Alors j'ai ici simplement quelques comptes, disons, courants, hein, mais la totalité des comptes du plan comptable se trouve dans le plan de compte. Donc dans les comptes de classe 5, j'ai notamment un compte 512 banques qui semble adapté pour enregistrer un chèque bancaire. Par conséquent, je vais reporter ce numéro et le nom sur mon premier compte. Mon chèque bancaire est un emploi, donc un flux d'entrée. Par conséquent, je vais enregistrer la somme, 100 000 € au débit du compte, donc à gauche. Pour le deuxième flux, qui est un flux monétaire de sortie différée long terme. D'après ma correspondance, les flux monétaires de sortie différée long terme s'enregistrent en classe 1. Donc je vais aller rechercher dans mon plan comptable, en classe 1, un compte qui pourrait enregistrer une dette sur les associés. En l'occurrence, une dette sur les associés, c'est ce que l'on appelle le capital social, donc c'est le compte 101. Donc je reporte le numéro de ce compte, capital. Comme il s'agit d'un flux de sortie, une ressource, d'après ma convention, je dois enregistrer les 100 000 € à droite du compte, c'est-à-dire au crédit. Voilà ma première écriture enregistrée en comptabilité. Alors, nous vérifierons pour chacune des opérations que les montants enregistrés au débit des comptes sont égaux aux montants enregistrés au crédit, puisque l'entreprise ne donne rien à ses partenaires sans recevoir quelque chose d'équivalent en contrepartie. C'est ce que l'on appelle le principe de la partie double. Prenons un deuxième exemple. Nous allons imaginer que l'entreprise reçoit l'accord pour l'emprunt qu'elle avait sollicité auprès de sa banque. Son montant de 50 000 € est porté sur le compte en banque de l'entreprise. Quel est le flux d'entrée ? Eh bien, c'est probablement un virement bancaire qui est réalisé sur le compte de l'entreprise. Ce virement bancaire a une valeur de 50 000 €. À quel type de flux correspond-il ? Eh bien, pour notre entreprise, il s'agit d'un flux monétaire d'entrée, puisque nous recevons l'argent, comptant, puisque nous le recevons le jour même. En contrepartie, que devra faire l'entreprise ? Eh bien, elle devra rembourser la banque. Par conséquent, elle aura une dette de 50 000 € sur l'établissement bancaire. Cette dette correspond, pour notre entreprise, à un flux monétaire de sortie différé, puisque nous rembourserons plus tard, à long terme, puisqu'un emprunt est généralement remboursé sur plusieurs années. Passons à l'enregistrement dans nos comptes. Le virement bancaire est un flux monétaire d'entrée comptant. Les flux monétaires d'entrée comptant s'enregistrent en classe 5. Comme il s'agit d'un virement bancaire, là encore, le compte 512 banques semble adapté. Je reporte donc son numéro dans mon compte, et comme il s'agit de mon flux d'entrée, je vais reporter les 50 000 € à gauche du compte, donc au débit. Le flux de sortie est un flux monétaire de sortie différée long terme. D'après ma correspondance, il s'agit ici d'un compte de classe 1. Donc, dans mon plan comptable,
je vais utiliser le compte 16, emprunt, qui semble adapté. Je reporte son numéro et son nom. Comme il s'agit d'un flux de sortie pour notre entreprise, la convention d'enregistrement m'oblige à enregistrer le montant au crédit de ce compte, donc à droite. Alors le moyen mnémotechnique est simple. En fait, il suffit de regarder le sens de la flèche pour savoir de quel côté le montant doit être enregistré. Si la flèche pointe à droite, nous allons l'enregistrer à droite du compte. Si la flèche pointe à gauche, nous allons l'enregistrer à gauche du compte. Prenons un troisième exemple. Nous allons imaginer que notre entreprise fait l'acquisition de véhicules pour ses livraisons. 75 000 €, elle en paye 20% au comptant et le reste à crédit. Nous allons imaginer que le paiement au comptant se fait par chèque bancaire, ce qui est le plus probable. Le partenaire avec lequel notre entreprise fait affaire est un fournisseur d'immobilisation. Une immobilisation est tout simplement un bien durable dont l'entreprise est propriétaire ou va devenir ici propriétaire. Donc, de ce fournisseur à notre entreprise, eh bien, nous avons des véhicules qui correspondent à une valeur de 75 000 €, et il s'agit pour notre entreprise d'un flux physique, puisque ce sont des biens, d'entrée, puisque nous les achetons, et je vais préciser des flux physiques d'entrée long terme, car ce sont des biens durables. Du côté des ressources, donc des flux de sortie, eh bien, une partie de l'acquisition est payée par chèque bancaire. Elle correspond à 20% du total, donc 20% de 75 000, cela me fait 15 000. Ces 15 000 € correspondent pour notre entreprise à un flux monétaire de sortie comptant, puisque nous les payons immédiatement. Les 60 000 € restants seront payés plus tard. Ils constituent donc pour notre entreprise une dette sur le fournisseur, donc une dette de 60 000 € qui correspond à un flux monétaire, puisque c'est de l'argent que nous allons payer, mais nous ne le payons pas tout de suite, donc c'est un flux monétaire de sortie différée, court terme, puisque les dettes sur les fournisseurs sont généralement payées dans les semaines qui suivent. Nous avons donc 3 flux différents, ce qui va se traduire dans notre comptabilité par l'utilisation de 3 comptes. Commençons par le flux d'entrée. Donc le véhicule est un flux physique d'entrée long terme. Donc d'après notre correspondance, les flux physiques d'entrée long terme qui correspondent à des biens durables s'enregistrent en classe 2. Dans notre plan comptable général, eh bien, il existe le compte 2182 matériel de transport qui est adapté à la situation. Donc je vais reporter ce compte 2182 matériel de transport. Comme il s'agit d'un flux d'entrée, je vais reporter la somme au débit du compte, donc à gauche. Le chèque bancaire est un flux monétaire de sortie comptant. C'est une situation que nous avons déjà rencontrée dans les opérations précédentes. Il s'agit d'un compte de classe 5, et le chèque bancaire, nous l'avions vu, va s'enregistrer dans le compte 512 banque. Puisqu'il s'agit d'un flux de sortie, il s'enregistrera au crédit du compte.
La dette est un flux monétaire de sortie différée court terme qui va s'enregistrer ici en classe 4. Dans mon plan comptable, il existe un compte 404, fournisseur d'immobilisation, qui va nous permettre d'enregistrer cette dette. Donc je reporte son numéro. Et comme il s'agit d'un flux de sortie, je vais enregistrer l'opération au crédit du compte. Je respecte bien le principe de la partie double, puisque j'ai enregistré 75 000 au débit d'un compte et 75 000 au crédit des deux autres comptes. Donc l'équilibre est bien respecté. Opération suivante. Donc elle achète à crédit pour 15 000 € de marchandises. Donc l'entreprise fait affaire avec un fournisseur. En emploi, donc en flux d'entrée, il s'agit pour notre entreprise d'un achat de marchandises. Donc pour 15 000 €. Donc cet achat de marchandises constitue pour nous un flux physique d'entrée court terme, puisque les marchandises, par définition, sont des biens qu'achète l'entreprise pour les revendre en l'état. Donc elle ne les conservera pas durablement. L'achat est fait à crédit, par conséquent, en ressources, notre entreprise a une dette sur son fournisseur pour une valeur de 15 000 €. Donc cette dette constitue un flux monétaire de sortie différée, court terme, puisqu'il s'agit d'une dette sur un fournisseur qui sera probablement payé au cours des jours ou des semaines qui suivront. Notre achat de marchandises, flux physique d'entrée court terme. Bien, il s'agit d'un compte de classe 6. Donc dans notre plan comptable, très facilement, nous allons trouver le compte 607, achat de marchandises. Il s'agit pour nous d'un emploi, donc un flux d'entrée. Par conséquent, je note le chiffre côté débit. La dette, flux monétaire de sortie différée court terme. Il s'agit d'un compte de classe 4. Dans mon plan comptable, je vais trouver le compte 401 fournisseur. Je place le montant au crédit, puisqu'il s'agit d'un flux de sortie. Alors c'est bien 401 et non pas 404. 404 étant réservé, nous l'avons vu précédemment, pour les fournisseurs d'immobilisation. Opération suivante. Notre entreprise retire 5 000 € à la banque pour alimenter la caisse. Alors ici, il n'y a pas de partenaire. En fait, la banque n'est qu'un intermédiaire, l'argent restant la propriété de l'entreprise. Par conséquent, il s'agit d'un flux interne. Nous avions expliqué tout à l'heure que parmi les flux internes, seuls seraient enregistrés les flux monétaires. Ici, manifestement, il s'agit d'un flux monétaire. Donc les deux comptes que nous allons utiliser sont bien évidemment la banque, 512, que nous avions déjà utilisé dans une opération précédente, et la caisse, 530. Ce compte-là enregistre les mouvements d'espèces. Si on raisonne par analogie avec les opérations précédentes, nous allons pouvoir déterminer quel est le compte qui doit être débité et celui qui doit être crédité. En l'occurrence, nous retirons l'argent de la banque. Donc il s'agit d'un flux de sortie à la banque. Par conséquent, nous allons mettre le montant au crédit de ce compte. Inversement,
l'argent rentre en caisse, donc il s'agit d'un flux monétaire d'entrée dans la caisse, et nous allons donc mettre 5 000 € au débit de la caisse. Opération suivante, notre entreprise perçoit un chèque bancaire de 4 000 € au titre d'un loyer pour un immeuble dont elle est propriétaire. Donc le partenaire ici est le locataire. Que fait le locataire? Eh bien, il va verser un chèque bancaire au profit de notre entreprise. Donc pour une valeur de 4 000 €. Ce chèque bancaire constitue pour notre entreprise un flux monétaire d'entrée comptant puisque le paiement a lieu immédiatement. Et en contrepartie, donc notre entreprise va fournir un service au locataire. En l'occurrence, il s'agit de la possibilité d'occuper donc un immeuble dont elle est propriétaire. Donc ce service pour notre entreprise est un flux physique de sortie. Au niveau des comptes, donc le chèque bancaire, flux monétaire d'entrée comptant, c'est un cas que nous avons déjà rencontré plusieurs fois. C'est le compte 512, banque, qui sera utilisé au débit, puisqu'il s'agit ici d'un emploi. Donc 4 000 €. Le flux physique de sortie. Eh bien, d'après notre correspondance des flux, les flux physiques de sortie s'enregistrent dans des comptes de classe 7. Le plan comptable nous donne le compte 7083, locations diverses. Donc nous allons créditer ce compte puisqu'il s'agit du flux de sortie. Ensuite, nous allons imaginer que l'entreprise règle par chèque bancaire un fournisseur. Donc le chèque bancaire va de notre entreprise à son fournisseur, donc 15 000 € qui constitue donc ici une ressource pour notre entreprise. Donc il s'agit d'un flux monétaire de sortie comptant, puisqu'on est en train d'effectuer le règlement. En contrepartie, l'achat a déjà eu lieu, donc nous n'allons pas réenregistrer le flux physique d'entrée. En fait, cette opération de règlement fait suite à une opération que nous avions enregistrée précédemment, qui était l'opération numéro D, où elle achetait donc à crédit 15 000 € de marchandises. Nous avions alors constaté une dette sur le fournisseur au crédit du compte 401. C'est donc ce compte que nous allons réutiliser pour constater la disparition de cette dette. Donc ici, je vais simplement noter extinction de la dette de 15 000 €. Je ne vais pas noter le flux, puisque la règle que je vais appliquer, c'est la suivante. Une dette apparaît et disparaît dans le même compte. Par conséquent, je vais réutiliser le compte 401 fournisseur. Cette fois-ci, l'extinction de ma dette constitue un emploi. Je vais donc mettre 15 000 € côté débit. Pour l'autre flux, je raisonne comme je l'ai toujours fait. Flux monétaire de sortie comptant, il s'agit d'un compte de classe 5. Nous savons désormais qu'il s'agit du compte 512 banque. Et je place 15 000 € au crédit. Opération suivante, nous réglons en espèces des annonces publicitaires. En ressources, eh bien, nous avons des espèces qui circulent
de notre entreprise jusqu'à son fournisseur. Le fournisseur étant, en l'occurrence, un prestataire de service. Donc il s'agit d'un flux monétaire de sortie comptant, et en contrepartie, notre entreprise bénéficie d'un service. Il s'agit ici de publicité, donc pour une valeur de 800 €. Donc cette publicité, qui est un service et donc un flux physique d'entrée, et comme tous les services, nous allons considérer qu'il s'agit d'un flux physique d'entrée court terme. Au niveau des comptes, mon flux monétaire de sortie comptant s'enregistre bien évidemment dans un compte de classe 5. En l'occurrence, c'est un compte que nous avions utilisé tout à l'heure, qui est le compte 530 caisse. Donc je place les 800 € au crédit, puisque c'est une sortie. Le service flux physique d'entrée court terme va s'enregistrer dans un compte de classe 6. D'après mon plan comptable, je peux utiliser le compte 623 publicité. Et ce sera donc, bien évidemment, au débit, puisque c'est mon flux d'entrée. Opération suivante, nous vendons des marchandises à crédit, 25 000 €. Les marchandises vont de notre entreprise à son client. Il s'agit en l'occurrence pour nous d'un flux physique de sortie. En contrepartie, le client nous doit de l'argent, par conséquent, nous avons une créance de 25 000 € sur ce client, et cette créance, pour nous, représente un flux monétaire d'entrée différé, court terme, puisqu'il est probable que le client nous paye dans les jours ou dans les semaines qui suivront. Le flux physique de sortie est un flux qui va s'enregistrer dans un compte de classe 7. En l'occurrence, dans le plan comptable, les ventes de marchandises s'enregistrent dans le compte 707. Et je vais placer 25 000 € côté crédit, donc en sortie. La créance, flux monétaire d'entrée différée court terme. D'après ma correspondance, elle va s'enregistrer dans un compte de classe 4. Il s'agit d'une créance sur un client. Je vais donc utiliser le compte 411 client. Et je vais débiter ce compte de 25 000 € pour constater mon flux d'entrée. Dernière opération, nous réglons par chèque le salaire des employés. Donc cette fois-ci, nos partenaires sont les salariés qui vont nous fournir un travail. Ce travail va constituer pour nous un emploi. Donc nous bénéficions en fait d'un service qui nous est fourni par nos employés. Ce service constitue pour nous un flux physique d'entrée, court terme comme tous les services, et en contrepartie, nous allons verser des chèques bancaires à nos salariés, donc pour une valeur de 45 000 €. Ces chèques bancaires constituent un flux monétaire de sortie comptant. Ce flux monétaire de sortie comptant s'enregistre dans un compte de classe 5. Ce sont des chèques bancaires, donc il s'agit du compte 512, banque, 45 000 € au crédit.
L'autre flux est un flux physique d'entrée court terme qui va s'enregistrer en classe 6, comme tous les services. Et dans mon plan comptable, eh bien, je vais trouver un compte 641, charge de personnel, que je vais pouvoir utiliser. Et je vais donc, bien évidemment, débiter ce compte, puisqu'il s'agit d'un flux d'entrée. Donc la méthodologie est toujours la même. Il s'agit de faire l'analyse de l'opération en termes de flux. Lorsque l'on connaît le flux, déterminer quelle est la classe de compte concernée, et à partir du moment où la classe est connue, trouver dans le plan comptable le numéro du compte qui convient. Quand on a le numéro du compte, on le reporte et on place le montant soit au débit soit au crédit, selon qu'il s'agit d'un flux d'entrée ou un flux de sortie. Bonjour, l'objet de cette leçon est d'apprendre à utiliser le plan de compte. Ce plan de compte propose une liste de comptes classés rationnellement. Alors, nous pouvons dès à présent observer que ce plan de compte permet d'une part de trier les opérations par nature. Chaque catégorie de flux se retrouve dans une classe de compte spécifique, et il permet d'analyser plus précisément les opérations grâce à une codification décimale des comptes. Alors, savoir trouver rapidement un numéro de compte dans le plan de compte est sans doute l'une des difficultés majeures pour celui qui débute en comptabilité. C'est pourquoi il peut être utile de retenir quelques grands principes dans la numérotation des comptes. Alors, le plan comptable utilise une codification décimale extensible. En effet, le plan comptable nous dit que lorsque les comptes prévus par les normes comptables ne suffisent pas à l'entité pour enregistrer distinctement toutes ses opérations, elle peut ouvrir toute subdivision nécessaire. Par conséquent, cette codification permet, si besoin, d'ajouter des comptes sans rompre la logique de la classification. Prenons un premier exemple, le compte 164, emprunt auprès des établissements de crédit, peut, si nécessaire, être, par exemple, subdivisé de la manière suivante. Nous pourrions créer un compte 164.1, emprunt auprès de la Société Générale, puis un compte 164.2, emprunt auprès du Crédit Lyonnais, ou 164.3, emprunt auprès de la BNP. De la même manière, les comptes de tiers peuvent être subdivisés afin d'améliorer la précision du système comptable. Ainsi, les comptes 401 fournisseurs ou 411 clients pourraient être subdivisés de la manière suivante. Le compte 401 fournisseurs, qui est donc un compte collectif, pourrait être subdivisé en autant de comptes auxiliaires que nécessaire. Par exemple, 401.01 fournisseur Lupin, 401.02 fournisseur Malo, etc. De la même manière, le compte 411 clients pourrait être subdivisé en créant un compte auxiliaire par client. Ici, j'ai adopté la classification suivante, 411 chat pour client Charles, 411 T pour client Thibault, etc. J'aurais très bien pu utiliser 411.01, 411.02, 411.03, etc. Nous avons ici un schéma qui récapitule les grands principes de classification du plan de compte. Nous retrouvons les 7 classes de comptes qui nous sont utiles en comptabilité générale, avec le type de flux qu'elles enregistrent. Ainsi, la classe 1 enregistre des flux monétaires de sortie différée long terme,
La classe 2 enregistre des flux physiques d'entrée long terme et des flux monétaires d'entrée différés long terme. La classe 3 concerne les stocks. La classe 4 enregistre des flux monétaires d'entrée différés court terme, flux monétaires de sortie différés court terme, flux physiques d'entrée différés court terme et flux physiques de sortie différés court terme. La classe 5 enregistre les flux monétaires d'entrée et sortie comptant. La classe 6 enregistre les flux physiques d'entrée court terme. Et la classe 7, les flux physiques de sortie. Afin d'être efficace, il est recommandé de retenir les classifications qui nous sont données ici. Concernant la classe 2, nous pouvons remarquer que les immobilisations sont réparties en 3 grandes catégories. Les immobilisations incorporelles concernent des droits que possède l'entreprise. Les immobilisations corporelles sont des choses sur lesquelles s'exerce un droit de propriété, ce sont des biens matériels. Et les immobilisations financières, qui concernent les comptes 26 et 27, sont constituées par des créances à long terme et des titres conservés durablement. Concernant les comptes de classe 6, on remarquera que les services se répartissent entre les comptes 61 et 62. Plus spécifiquement, on observera que les comptes 61 regroupent tous les services relatifs à l'outil de production, que ce soit sa location, son entretien, son assurance, etc. On notera enfin une certaine symétrie dans la numérotation des comptes des classes 6 et 7. Ainsi, les charges exceptionnelles sont enregistrées en compte 67 et les produits exceptionnels en compte 77. Les charges financières comptent 66 et les produits financiers comptent 76. On retrouve également une symétrie entre les comptes 65 et 75 qui enregistrent les autres charges et autres produits de gestion courante. Le plan de compte prévoit 3 systèmes de codification plus ou moins détaillés, repérés sur les plans de compte par un jeu de couleurs propre à chaque éditeur. Ces 3 systèmes sont les suivants. Le système de base est utilisable par toutes les entreprises, quelle que soit leur taille. Le système abrégé est un système réservé aux petites entreprises ne désirant pas une comptabilité trop détaillée et répondant à 2 des 3 critères suivants. Total des capitaux propres inférieur ou égal à 267 000 €, chiffre d'affaires hors taxe inférieur à 534 000 € et un nombre de salariés permanents inférieur ou égal à 10. Enfin, le système développé est facultatif, il est le système le plus détaillé et est utilisé par les entreprises souhaitant un niveau de précision plus poussé. La codification et l'intitulé des comptes du système développé ne sont qu'indicatifs. Faisons un exercice pour illustrer l'utilisation des numéros de compte. Dans cet exercice, nous allons enregistrer les opérations suivantes en indiquant quels sont les comptes utilisés. Première opération, nous achetons de l'essence pour le camion, 80 €, payé en espèces. Le flux d'entrée est l'achat d'essence. Il correspond à un flux physique d'entrée court terme. Par conséquent, il s'agit d'un compte de classe 6. Le plan comptable nous indique qu'il faut utiliser le compte 6061, fourniture non stockable, eau, énergie. Cet achat est payé en espèces, par conséquent, il s'agit d'un flux monétaire de sortie comptant qui va s'enregistrer en classe 5
En l'occurrence, comme ce sont des espèces, ce sera le compte 53 caisses. Concrètement, l'opération enregistrée au grand livre aura donc l'allure suivante. Deuxième opération, nous achetons une voiture de fonction pour le directeur, 25 000 € à crédit. Cet achat correspond à un flux physique d'entrée long terme, par conséquent à un compte de classe 2. C'est une immobilisation corporelle, puisqu'un véhicule est quelque chose de matériel. Par conséquent, plus précisément, il s'agit d'un compte 21, et en l'occurrence, le compte 2182, matériel de transport. Cet achat est fait à crédit, nous constatons donc une dette sur le concessionnaire. Il s'agit donc d'un flux monétaire de sortie différée court terme qui va s'enregistrer en classe 4, en l'occurrence le compte 404, fournisseur d'immobilisation. Cette opération aura donc l'allure suivante dans le grand livre. Troisième opération, nous réparons un camion chez le garagiste. Cela nous coûte 120 € que nous payons en chèque bancaire. Cette réparation dont nous bénéficions est un service, il s'agit donc d'un flux physique d'entrée court terme, qui va donc s'enregistrer en classe 6. Comme c'est un service, c'est un compte 61, en l'occurrence 615, entretien et réparation. Ce service est payé comptant en chèque bancaire. Il s'agit donc d'un flux monétaire de sortie comptant qui va s'enregistrer en classe 5. Et comme le paiement est fait par chèque bancaire, c'est le compte 512, banque. Cette opération aura donc l'allure suivante au grand livre. Quatrième opération. Nous recevons une contravention pour défaut de paiement du stationnement, 25 €. Cette opération correspond à un flux physique d'entrée court terme, puisque la contravention que nous allons payer permettra à l'État de nous fournir un certain nombre de services. Il s'agit par conséquent d'un compte de classe 6, l'opération étant, il faut l'espérer, exceptionnelle. Il s'agit d'une charge exceptionnelle enregistrée dans un compte 67, en l'occurrence 6712, pénalités, amendes fiscales et pénales. Le paiement n'intervenant pas le jour même où nous recevons la contravention, il s'agit d'un flux monétaire de sortie différée court terme qui s'enregistre en classe 4 et il s'agit d'une dette sur l'État enregistrée dans le compte 44. Par conséquent, l'opération aura l'allure suivante au grand livre. Dans l'opération 5, nous achetons un timbre fiscal de 25 € pour payer la contravention. En l'occurrence, nous sommes en train de payer la dette que nous avions constatée sur l'État dans l'opération précédente. Nous allons donc solder le compte 44 État. Au crédit, nous allons constater le flux monétaire de sortie comptant correspondant au paiement dans le compte 514 chèques postaux. Par conséquent, l'écriture sera la suivante dans le grand livre. Opération numéro 6. Nous facturons des frais de transport forfaitaires à notre client l'ami, 50 €, payés à crédit. Par conséquent, nous allons devoir constater une créance sur notre client. C'est un flux monétaire d'entrée différé court terme qui s'enregistre en classe 4.
cette créance sera enregistrée dans le compte 411 client. Nous avons fourni une prestation de service à notre client. Il s'agit donc d'un flux physique de sortie qui s'enregistre en classe 7. En l'occurrence, le compte 7085, port et frais accessoires facturés. Par conséquent, l'opération aura l'allure suivante dans le grand livre. Dans l'opération 7, nous payons la carte grise pour la nouvelle voiture de fonction, 235 € par chèque bancaire. Ce paiement correspond à une taxe qui rentre dans le budget de l'État. Il s'agit donc d'un flux physique d'entrée court terme, puisque l'État nous rendra grâce à cela un certain nombre de services, et nous allons l'enregistrer en classe 6, plus précisément, dans un compte qui commence par 63, puisqu'il s'agit d'une taxe. Plus précisément, 63,54, droit d'enregistrement et de timbre. Le paiement s'effectue par chèque bancaire, par conséquent, le crédit ne pose pas de difficultés particulières, il s'agit du compte 512 banque qui enregistre un flux monétaire de sortie comptant. Par conséquent, dans le grand livre, l'opération aura l'allure suivante. Dans l'opération numéro 8, nous envoyons à Renault un chèque bancaire de 10 000 € pour le paiement partiel de la voiture de fonction du directeur. Cette opération fait suite à l'opération numéro 2 où nous avions acheté ce véhicule à crédit pour 25 000 € et nous avions alors constaté une dette sur le concessionnaire automobile dans le compte 404, fournisseur d'immobilisation. Par conséquent, lors du paiement, nous allons solder cette dette et nous allons reprendre le compte 404 au débit. Au crédit, nous allons constater le paiement, c'est-à-dire le flux monétaire de sortie comptant, dans un compte de classe 5, en l'occurrence 512 banques, puisque nous payons par chèque bancaire. Par conséquent, cette opération sera enregistrée de la manière suivante dans le grand livre. Dans l'opération numéro 9, nous réservons sur Internet un billet d'avion pour le directeur, 180 € payé par carte bancaire. Cette réservation correspond à l'achat d'un service, donc un flux physique d'entrée court terme, qui va donc s'enregistrer en classe 6, et plus précisément dans le compte 6251, voyages et déplacements. Le paiement intervenant immédiatement, il s'agit d'un flux monétaire de sortie comptant qui s'enregistrera en classe 5 dans le compte 512 banques. Par conséquent, cette opération s'enregistrera ainsi dans le grand livre. Dans l'opération numéro 10, nous achetons une vignette pour le camion, 92 € payé par chèque bancaire. Cette vignette est un flux physique d'entrée court terme correspondant à une taxe grâce à laquelle l'État pourra nous rendre un certain nombre de services. Il s'agit du compte 63,54, droit d'enregistrement et de timbre. Le paiement par chèque bancaire ne pose aucune difficulté et s'enregistre dans le compte 512 banques. Voilà à quoi ressemblera notre grand livre pour cette opération. Dans l'opération numéro 11, le client l'ami nous envoie un chèque bancaire en paiement de sa dette de 50 €. Cette opération fait suite à l'opération numéro 6, dans laquelle nous avions facturé à ce client des frais de transport. Nous avions alors constaté une créance de 50 € sur ce client en débitant le compte 411 clients. Lors du paiement, nous allons donc réutiliser ce compte 411 clients en le soldant par conséquent au crédit. Au débit, nous allons constater
la réception du chèque. Il s'agit donc d'un flux monétaire d'entrée comptant qui s'enregistrera en classe 5 et plus précisément dans le compte 512 banques. Par conséquent, au grand livre, l'écriture sera la suivante. Enfin, dernière opération, paiement par chèque bancaire d'une redevance de crédit bail pour un véhicule utilisé par l'entreprise, 400 €. La redevance de crédit bail correspond à un loyer que nous allons payer pour recevoir un service. Par conséquent, notre flux d'entrée est un flux physique d'entrée court terme qui s'enregistrera en classe 6, en l'occurrence 612, redevance de crédit bail. Au crédit, nous constatons le paiement par chèque bancaire dans un compte de classe 5, en l'occurrence 512 banques, et par conséquent, cette opération sera enregistrée de la manière suivante dans le grand livre. Bonjour, nous allons aborder dans ce thème la précomptabilisation des opérations. Facultative, cette étape consiste à préparer l'enregistrement des opérations afin que par la suite, un opérateur de saisie, donc éventuellement non qualifié en comptabilité, puisse enregistrer les opérations sur le logiciel comptable. Cette précomptabilisation peut être effectuée en utilisant deux supports, soit les tickets comptables, soit un bordereau de saisie. Commençons par décrire les tickets comptables. Ces tickets comptables sont des espèces de papillons, souvent autocollants, qui peuvent être complétés, comme nous allons le voir dans l'exemple suivant. Le 14 mars, nous recevons la facture numéro 4638 de la société Publistar pour la réalisation d'un publipostage à destination de ses clients. 375 €. Le 17 mars, nous envoyons le chèque à Publistar en paiement de la facture précédente. Notre ticket comptable aura l'allure suivante. Donc le premier ticket sera le ticket numéro 1. Il sera daté, bien évidemment, du 14 mars. Quels sont les comptes dont nous avons besoin? Eh bien, nous allons utiliser le compte 623, publicité, que nous allons débiter pour 375 €. Et nous allons constater dans le compte 401 la dette sur notre fournisseur pour 375 € également. Au milieu du ticket apparaît le libellé de l'opération, en l'occurrence ici le numéro de la facture et le nom du fournisseur. Pour l'opération du 17 mars, nous allons compléter un deuxième ticket comptable où nous allons constater le paiement des 375 € par chèque bancaire. Donc nous allons solder le compte 401 utilisé dans le ticket précédent pour 375 € et nous allons constater le flux monétaire de sortie comptant en créditant le compte banque 512. Le libellé de l'opération apparaît ici, il s'agit du numéro du chèque suivi du nom du fournisseur. Toutes les opérations pourront être donc précomptabilisées de cette manière-là. L'autre option est d'utiliser un bordereau de saisie. Ainsi, les opérations de l'exemple précédent pourront apparaître ainsi dans le bordereau de saisie. La première écriture prendra cette forme-là. Donc nous allons indiquer ici, dans la dernière colonne, si le compte est débité ou crédité. Et de la même manière, le paiement du 17 mars pourra être comptabilisé de la manière suivante. Donc dans un bordereau de saisie, les opérations seront enregistrées les unes en dessous des autres.
Pour terminer, faisons un exercice afin d'appliquer ce que nous venons de voir. Nous allons compléter les tickets comptables de notre entreprise pour chacune des 4 opérations suivantes. Première opération, le 13 octobre, réception de la facture numéro 324 575 de la société Calortop pour l'entretien de la chaudière, 564 €. Nous supposerons qu'il n'y a pas de TVA en guise de simplification. Dans cette hypothèse, notre premier ticket comptable, daté du 13 octobre, utilisera le compte 615 Entretien et réparation, qui sera débité pour 564 €, et nous créditerons le compte 401 pour 564 € afin de constater la dette sur le fournisseur Calortop. Deuxième opération, le 16 octobre, acquisition d'un nouveau bureau pour la secrétaire, 1800 €, facture numéro 547 902 de la société Imo-Service. Pour cette opération, nous constatons l'acquisition d'une immobilisation, en l'occurrence il s'agit de mobilier, compte 2184, et nous constatons au crédit la dette sur le fournisseur d'immobilisation dans le compte 404. En libellé, nous indiquons bien évidemment le numéro de la facture et le nom de notre fournisseur. Troisième opération, prélèvement par la banque d'intérêt de découvert, 54,30 €. Cette opération fera l'objet du ticket comptable numéro 3. Les intérêts de découvert s'enregistrent dans le compte 661 charges d'intérêt et nous constatons au crédit le prélèvement réalisé par la banque, donc un flux monétaire de sortie comptant, dans le compte 512 banques. Enfin, dernière opération, un achat de timbres fiscaux payés en espèces 75 €, pièce de caisse numéro 538. Cette opération sera enregistrée dans le ticket comptable numéro 4, plus précisément dans le compte 6354 droits d'enregistrement et de timbre, et nous constaterons au crédit le paiement en espèces dans le compte 530 caisse. En libellé apparaîtra le numéro de la pièce de caisse. Bonjour, l'objet de cette leçon est de montrer quelles sont les conventions d'enregistrement dans le journal et dans le grand livre. Le livre-journal, que l'on appelle le journal également, est, comme son nom l'indique, un document obligatoire où le comptable va reporter jour après jour toutes les opérations réalisées par l'entreprise. Le plan comptable nous dit que le caractère définitif des enregistrements du livre-journal est assuré d'une part pour les comptabilités tenues au moyen de systèmes informatisés par une procédure de validation qui interdit toute modification ou suppression des enregistrements, et pour les autres comptabilités par l'absence de tout blanc ou altération. Le livre-journal sera donc coté, c'est-à-dire les pages numérotées, et paraphé, c'est-à-dire signé par le greffier du tribunal de commerce, afin d'éviter les éventuelles fraudes. Cette obligation est aujourd'hui devenue inutile pour les comptabilités tenues sur informatique, mais celles-ci doivent prévoir une numérotation et une datation dès leur impression. Nous allons travailler sur l'exemple suivant. Le 14 mars, nous recevons la facture numéro 4638 de la société Publistar pour la réalisation d'un publipostage à destination de ses clients. Son coût est de 375 €. Le 17 mars, nous envoyons le chèque numéro 348 964 à Publistar en paiement de la facture précédente. La présentation du journal sera la suivante. Nous devons
en haut, indiquer la date de l'opération. Ici, en l'occurrence, la facture est datée du 14 mars de l'année N. Dans une première colonne, nous devons indiquer les numéros des comptes. Alors, par convention, apparaissent d'abord les comptes qui sont débités, puis les comptes qui sont crédités. Le nom des comptes apparaîtra dans la grande colonne du milieu. Donc ici, pour enregistrer la facture de notre fournisseur, nous allons devoir utiliser le compte 623 qui s'appelle Publicité, Publication et Relations publiques. Et nous allons créditer le compte 401 qui s'appelle Fournisseur. Alors par convention, l'intitulé des comptes qui sont crédités est légèrement décalé. Nous pouvons reporter le montant correspondant, 375 €. Alors par souci de simplification, nous avons supposé ici qu'il n'y avait pas de TVA. Enfin, pour terminer notre écriture, nous allons indiquer sur une dernière ligne le libellé de l'opération qui contient notamment le numéro de la pièce justificative. Ici, le numéro de la facture est suivi du nom du fournisseur. Et nous pouvons continuer notre journal de la manière suivante. Le chèque que nous envoyons le 17 mars sera ainsi enregistré de la manière suivante. Nous indiquons la date du 17 mars. Le compte qui est débité est le compte 401 fournisseur pour 375 €. Et le compte qui est crédité, et dont nous décalons donc légèrement le libellé vers la droite, est le compte banque pour le même montant. Le libellé de l'opération, eh bien, ce sera le numéro du chèque suivi du fournisseur auquel il est envoyé Publistar. Chaque écriture s'appuie sur une pièce justificative, datée, établie sur papier ou sur un support assurant la fiabilité, la conservation et la restitution en clair de son contenu pendant les délais requis. En l'occurrence, les documents comptables et les pièces justificatives doivent être conservés par l'entreprise pendant 10 ans. Nous retiendrons que le livre-journal permet de vérifier aisément le respect du principe de la partie double, c'est-à-dire l'égalité du débit et du crédit opération par opération, et il permet de contrôler facilement la comptabilité en retrouvant rapidement, grâce au classement chronologique des opérations, la référence de la pièce justificative de l'opération. Une fois les écritures enregistrées dans le journal, elles seront reportées au grand livre. Le grand livre est un document obligatoire qui correspond en fait à l'ensemble des comptes schématiques ou comptes en T. Si la comptabilité est informatisée, le report des sommes au grand livre est réalisé automatiquement par le logiciel comptable. Aussi, si nous reprenons les opérations précédentes, nous pouvons les reporter au grand livre et nous obtiendrons le grand livre suivant. Le compte 623 qui avait été débité pour 375 € aura donc l'allure suivante, 375 € au débit du compte le 14 mars. Le même jour, nous avons utilisé le compte 401 que nous avons crédité pour 375 €. Et le 17 mars, nous avons débité le compte 401 et nous avons crédité le compte 512 banques. Nous retiendrons que le grand livre permet de classer les opérations par nature et de calculer ensuite le solde de chacun des comptes afin de connaître la situation de l'entreprise à une date donnée.
Bonjour. L'analyse des flux et par la suite leur transcription en comptabilité nécessite une bonne maîtrise de la terminologie comptable. En effet, un terme du langage courant aura souvent dans la bouche du comptable une signification différente de son sens commun. En particulier, les termes suivants, qui désignent différentes catégories de biens, ne devront pas être confondus. Matière première, produits finis, marchandises et immobilisation. Définissons-les. Alors, une matière première est un bien acheté par l'entreprise qui est destiné à entrer dans un processus de fabrication et donc à être transformé. Un produit fini est un bien fabriqué par l'entreprise et qui est prêt à être vendu. S'il n'était pas prêt pour la vente, on parlerait par exemple de produits semi-finis. Une marchandise est un bien acheté par l'entreprise pour être revendu sans transformation, en l'état. Par conséquent, on parle de marchandise dans une entreprise ayant une activité commerciale qui achète pour revendre. Enfin, une immobilisation est un bien durable dont l'entreprise est propriétaire. Illustrons ces notions avec l'exemple suivant. Une boîte de petits pois. Comment sera-t-elle qualifiée dans une grande surface? Eh bien, elle sera qualifiée de marchandise. Car celle-ci, la grande surface, se contente d'acheter la boîte et de la revendre sans y apporter de transformation. Pour son fabricant, eh bien lui parlera de produit fini, car lui a fabriqué la boîte de petits pois. Pour ce même fabricant, les petits pois sans la boîte constituent ses matières premières. En effet, il va transformer les petits pois pour ensuite pouvoir les vendre dans une boîte de conserve. En revanche, pour l'agriculteur qui a la sueur de son front à amener ses petits pois à maturation, eh bien ces derniers constituent des produits finis. Enfin, pour le restaurateur qui achète la boîte de petits pois à la grande surface et qui va les transformer en un plat, eh bien ce seront, là encore, des matières premières. Par conséquent, nous pouvons retenir qu'en comptabilité, un même bien pourra être qualifié différemment selon l'entreprise dans laquelle il se trouve. Reprenons ces notions dans l'exercice suivant. Dans chacune des situations décrites dans le tableau suivant, précisons quelle terminologie choisira chacun des deux agents économiques, en l'occurrence le fournisseur et le client, pour décrire l'opération. Donc nous choisirons nos réponses parmi les possibilités suivantes. Acquisition d'immobilisation, achat de matières premières, achat de fournitures consommables, achat d'études et prestations de services, achat de marchandises, vente de produits finis, vente de produits résiduels, vente de marchandises ou vente de prestations de services. Précisons, puisque nous n'avons pas encore rencontré ces deux expressions, que les fournitures consommables correspondent à ce que l'on nomme couramment les petites fournitures et que les produits résiduels correspondent à des déchets ou des rebuts de fabrication. La première situation est la suivante. Monsieur Dubois, propriétaire d'un magasin de mobilier, achète des meubles à son fabricant, Monsieur Dufour. Plaçons-nous tout d'abord chez le fournisseur, c'est-à-dire Monsieur Dufour. Monsieur Dufour est fabricant, par conséquent, il vend des produits finis. Pour le client, cette fois-ci Monsieur Dubois,
qui va se contenter de revendre les meubles qu'il a achetés, il s'agit d'un achat de marchandises. Une grande surface achète des bicyclettes à son fabricant Lenoir. Le fournisseur Lenoir est un fabricant, par conséquent, il vend des produits finis. La grande surface, qui va se contenter de revendre les bicyclettes, achète, quant à elle, des marchandises. Une grande surface vend des stylos, gommes, enveloppes à l'entreprise Leblanc qui les utilisera dans ses services administratifs. Pour la grande surface qui n'a pas fabriqué les stylos, gommes ou enveloppes, il s'agit d'une vente de marchandises. L'entreprise Leblanc utilisera ces stylos, gommes et enveloppes dans ses services administratifs. Ce sont donc des petites fournitures ou fournitures consommables. L'entreprise Market Info livre une étude de marché à l'entreprise Pilou. Pour Market Info, il s'agit d'une vente de prestations de services. Pour l'entreprise Pilou, il s'agit de l'achat d'études et de prestations de services. L'entreprise Bois Déco achète de l'huile de graissage pour ses machines-outils au fournisseur Leblanc qui la fabrique. Leblanc est fabricant, par conséquent, pour ce fournisseur, il s'agit d'une vente de produits finis. En revanche, pour l'entreprise Bois Déco, il s'agit d'un achat de fournitures consommables. Le fabricant de cycles Lenoir achète du caoutchouc au fabricant Pirello. Ce caoutchouc lui servira à fabriquer des chambres à air. Pour le fournisseur Pirello, qui est fabricant, il s'agit d'une vente de produits finis. Pour l'entreprise Lenoir, qui va se servir du caoutchouc et le transformer, il s'agit d'un achat de matières premières. Une grande surface achète des boîtes de conserve à son grossiste Le Rouge. Ici, nous parlons de grossiste. Le grossiste a une activité d'achat et de revente. Par conséquent, pour le fournisseur Le Rouge, il s'agit d'une vente de marchandises. Pour la grande surface qui se contentera de revendre également les boîtes de conserve, il s'agit d'un achat de marchandises. Le fabricant de sucre Gluco vend le résidu issu du broyage de la canne à sucre à une grande surface qui le revend comme engrais au rayon jardinage. Pour le fabricant, il s'agit d'une vente de produits résiduels, puisque ce qu'il vend est un résidu issu du broyage de la canne à sucre. Pour la grande surface qui le revend comme engrais au rayon jardinage, nous pouvons considérer qu'il s'agit d'un achat de marchandises puisqu'elle se contentera de remettre en rayon les sacs d'engrais qu'elle aura achetés à son fabricant Gluco. Monsieur Duvent, artiste, fait des compositions de collage. Pour cela, il achète des journaux au kiosque de Monsieur Gérard qu'il découpe pour réaliser ses œuvres. Monsieur Gérard tient un kiosque à journaux. Par conséquent, il ne fabrique pas ce qu'il vend, il s'agit pour lui d'une vente de marchandises. Pour Monsieur Duvent, qui lui va transformer les journaux en œuvres d'art, il s'agit d'un achat de matières premières. Enfin, l'entreprise France Montre, fabricant de montres, achète du cuir au fabricant Ricoh pour fabriquer les bracelets de ses montres. Pour Ricoh, qui est un fabricant, il s'agit d'une vente de produits finis. Pour l'entreprise France Montre qui va intégrer le cuir dans la fabrication de ses montres, il s'agira d'un achat de matières premières.